Nous allons poursuivre le débat avec les docteurs Joël Spirou et Fabien Schinazi. Donc, on a évoqué tout à l'heure ce que nous respirions, l'air intérieur. Je voudrais aborder, on a bien compris que ce que nous vivions dans un bain chimique de polluants auxquels nous sommes exposés à la fois par la voie respiratoire, par la voie cutanée et que nous ingérons avec des molécules souvent communes. Pourriez-vous nous en dire plus, Dr Spirou, sur la voie cutanée? À quoi sommes-nous exposés via la peau? Eh bien, la voie cutanée est importante. C'est une voie d'introduction des produits chimiques dans la peau. Sur une peau normale avec un microbiote cutané de bonne qualité, normalement, on a une peau relativement résistante. Or là, maintenant, avec déjà, ne serait-ce que les rayonnements, les UV, on fragilise ce microbiote et on va favoriser la pénétration de produits chimiques. D'autant plus que nous utilisons de plus en plus de cosmétiques. Et dans ces cosmétiques, eh bien, il y a de nombreux produits, soit des produits simplement irritants, soit des produits allergisants. Mais le pire, c'est que dans ces cosmétiques, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Une fois de plus, ils reviennent sur la sellette et ceux-là, ils pénètrent la peau et on les retrouve dans la circulation sanguine. Donc, il faut faire vraiment très attention aux cosmétiques. Il faut être très vigilant, en particulier pour les nourrissons et les femmes enceintes. Moi, ma prescription pour mes patientes, c'est pas de cosmétiques pendant la grossesse et pas de cosmétiques pour les nourrissons. Ça, c'est déjà clair. Par exemple, je vous donne une très belle étude chinoise qui a été faite il y a 2 ans sur plusieurs milliers de femmes. Ils ont testé des pommades. Sur 75% ou 80% des tests qui ont été faits, eh bien, on a retrouvé dans ces tubes des phtalates et des bisphénols. Pourquoi? Parce que ça venait du contenant. C'était pas le contenu et le contenant. Donc vous voyez que on est attaqué de toutes parts. Donc les cosmétiques, très vigilants. Il faut être très vigilant. De préférence des cosmétiques bio, mais en tout état de cause, pas de cosmétiques pour les femmes enceintes et les nourrissons. Alors, on peut dire aussi la difficulté pour les personnes de connaître la composition de ces produits. Alors il existe quelques applications qui permettent, lorsqu'on va scanner un produit, de connaître la composition et au-delà de la composition, parce que pour le public, connaître tel ou tel ingrédient ne va pas l'aider énormément. Par contre, ces applications mettent en avant le côté irritant, allergène, perturbateur endocrinien de certains ingrédients de ces produits, cosmétiques ou autres. Et donc ça permet d'attirer l'attention sur le choix du produit que l'on peut faire en utilisant ce code barre. Donc ça commence à exister et ça permet donc au public, à la population, d'être mieux informé par rapport à la composition de ces produits. Sinon, effectivement, ils se retrouvent en grande difficulté. J'ajouterai également la prise d'antibiotiques qui interviennent notamment dès l'enfance sur ce microbiote intestinal qui perturbe le microbiote et qui favorise les événements délétères dont on vient de parler. Donc ce microbiote qui n'est pas uniquement digestif, qui fait partie de notre corps, nous protège également. Et donc ces notions d'antibiotiques qui modifient finalement la flore entraînent ces problèmes. L'un de vous deux pourrait-il me préciser, vous avez parlé, Joël, tout à l'heure, vous avez évoqué le microbiote cutané. On évoque ici le microbiote digestif, anciennement dénommé flore intestinale. Pouvez-vous nous préciser ce qu'est le microbiote, pour préciser à notre public notamment? Alors le microbiote, en fait, c'est tout le vivant qui se trouve dans l'intérieur de notre intestin. Mais ce sont des bactéries, ce sont des levures, ce sont des champignons, ce sont des virus qui sont là, qui vivent en harmonie, en symbiose théoriquement avec nous, pour nous permettre de faire fonctionner correctement notre usine thermique et chimique qui est notre intestin, pour favoriser la digestion des aliments, afin d'avoir une nutrition correcte qui nous permette de maintenir notre homéostasie. Alors le microbiote, il n'est pas uniquement colique, on l'a sur la peau, on l'a dans les oreilles, on l'a dans le nez, on l'a dans la bouche, et ce sont des microbiotes différents.
Et il est évident que plus on utilise des produits qui vont, comment dirais-je, détruire ou modifier ces microbiotes, et bien plus on va avoir la survenue de pathologies. Et bien le microbiote du sol, c'est aussi toute cette variété de vivants, plus des mollusques, etc. dans le sol. Et ben, ils sont atteints par quoi? Principalement par les pesticides. Qui sont à la fois des herbicides, des insecticides, comment dirais-je, des mollusquicides et puis aussi des fongicides. Donc la vie du sol va être perturbée et in fine, on va avoir des sols pauvres. Et donc qui vont avoir, et je répète parce que ça c'est fondamental et c'est pas encore bien compris, on va produire une alimentation pauvre nutritionnellement et riche en produits chimiques toxiques. Pourquoi? Parce que comme c'est pauvre nutritionnellement, les plantes vont être facilement malades, il va falloir les traiter. Et donc, on a une alimentation riche en produits chimiques toxiques et pauvre nutritionnellement, ce qui fait que ça perturbe notre microbiote, mais ça perturbe aussi toute notre homéostasie et ça favorise l'émergence de pathologies, comment dirais-je, graves de toutes sortes et de tous les systèmes. Pas uniquement le système digestif ou pas uniquement la peau, mais tout. Il faut vraiment comprendre que l'équilibre, l'homéostasie est au carrefour à la fois de notre environnement biologique, de notre environnement chimique, la chaleur, les rayonnements électromagnétiques, les UV, etc., mais aussi de notre environnement, comment dirais-je, bactérien, viral, parasitaire. L'étude Esteban récente de Santé publique France en matière de biosurveillance a montré l'imprégnation, et même des jeunes enfants, à différents types de polluants chimiques, que ce soit des métaux lourds ou d'autres types de polluants. Donc, ce qui montre qu'au-delà des pathologies qui peuvent se développer à plus ou moins long terme, parce qu'elles ne vont pas apparaître immédiatement, ce sont des pathologies qui évoluent progressivement, mais on peut déjà noter l'imprégnation de la population par ces différents polluants chimiques environnementaux, donc qui nous montrent finalement que cette pollution environnementale, tout à l'heure on parlait de la pollution atmosphérique, mais on peut parler aussi de la pollution des sols, on peut parler de différents types de pollution chimique qui nous agressent et dont on mesure l'imprégnation, notamment dès le plus jeune âge. Diriez-vous que nos microbiotes, pas notre, mais nos microbiotes, puisque nos microbiotes sont diverses, je l'ai bien compris, communiquent avec ceux de l'environnement, ceux des animaux, ceux du sol, ceux de la végétation? Tout à fait, il y a tout un échange qui peut se faire et on voit même quand on étudie cette fois-ci le microbiote environnemental, notamment de l'air, par exemple de l'air intérieur, il y a des études qui ont été faites sur le microbiote, cette fois-ci environnemental, de l'air intérieur, et on voit aussi qu'il peut être modifié et que ces modifications peuvent impacter aussi la santé des personnes. Vous avez évoqué les enfants dès leur plus jeune âge qui étaient stimulés par différentes bactéries qui stimulent leur système immunitaire. Effectivement, quand on empêche ces différentes bactéries de stimuler le système immunitaire, par des antibiotiques, comme on disait tout à l'heure, dès le plus jeune âge, eh bien, on a ce développement des allergies qui ont été proposées dans cette théorie hygiéniste. Donc, laissons nos enfants, finalement, au contact régulier de ces bactéries environnementales. Et finalement, n'essayons pas de détruire notre équilibre environnemental qui nous aide beaucoup dans notre vie. En termes de prévention, on devrait apprendre les précautions à prendre depuis le plus jeune âge, depuis la maternelle. On devrait avoir des formations à la fois à travers l'école, les sciences et vie de la Terre, etc., pour faire en sorte que les couples arrivent dans les meilleures conditions possibles pour être capables d'avoir des enfants de bonne santé. Donc vous voyez, c'est vraiment une vision très globale One Health. Docteur Schinazi, pourriez-vous nous... Bien sûr, on a dit qu'il ne fallait pas tout remettre sur les conseils à donner, mais puisqu'on prend l'exemple de la périnatalité et des 1000 premiers jours, dans une optique cette fois plus centrée prévention des allergies, irritants, air intérieur, quels conseils donneriez-vous aux jeunes parents qui s'apprêtent à concevoir ou à accueillir bébé? Regardez, on a bien vécu jusqu'à présent et maintenant il va falloir lâcher un peu du lest et c'est bien dommage pour les jeunes générations
parce qu'il faudra être encore plus préventif qu'avant, et que tous ces conseils qu'on donnait et qu'on regardait plus ou moins, aujourd'hui deviennent complètement fondamentaux si on veut ne pas souffrir. Je ne parle même pas de la mortalité, mais de la souffrance que l'on a avec ces pathologies. On parle des pathologies allergiques, il y a une souffrance. Même si la rhinite allergique est une gêne qui peut être passagère et haute, et encore elle peut s'aggraver, mais elle est très gênante dans la société. Mais l'asthme également, vous avez cité, vous, même au début, la mortalité liée à l'asthme, c'est une pathologie qui nous écarte finalement des autres et qui nous fait souffrir. Donc les conseils de prévention aujourd'hui, ils deviennent de plus en plus fondamentaux car la situation s'accélère. Voilà, donc il y a un certain nombre de conseils que l'on peut donner, mais je dirais que pour les personnes qui souffrent le plus, on a aujourd'hui des conseillers qui vont à domicile. Je promeus un peu ce métier de conseiller en environnement intérieur, qui vont accompagner les personnes qui souffrent au domicile et qui vont les aider à repérer tout ce qui peut atteindre leur santé et ensuite améliorer leur environnement intérieur. Voilà, c'est repérer le choix des produits, limiter l'exposition, bien aérer sa maison, s'assurer d'une bonne ventilation, éviter les problèmes d'humidité. Voilà, il y a un certain nombre de conseils que l'on donne pour limiter son exposition à ces différents polluants. Mais au-delà de cet accompagnement que moi je vois par rapport à un conseiller qui va au domicile, donc qui accompagne la personne directement, vous savez que dans les hôpitaux, il y a des écoles de l'asthme également qui peuvent aider aussi et donner des conseils aux personnes asthmatiques. Mais même le médecin, lors de sa consultation, nous avons développé un document pour le médecin pour repérer des situations liées à une mauvaise qualité d'air intérieur et donner les conseils nécessaires. Donc ça peut commencer dès la consultation de donner des conseils. On n'a pas besoin systématiquement d'avoir une visite à domicile pour repérer toutes les sources de pollution, mais on peut donner déjà un certain nombre de conseils par rapport aux pathologies et orienter le patient pour se prémunir de l'aggravation de ces pathologies. Pour en revenir à notre bébé à venir ou nouveau-né, les jeunes parents sont souvent heureux d'acheter des meubles neufs, etc. On a évoqué tout à l'heure le fait que c'était source de composés organiques volatiles. Que faire dans ce cas-là? La peinture? Je dirais soyez prudents. Soyez prudents. Lorsque vous allez faire ces travaux, il faut très bien aérer pour éliminer toute cette pollution que l'on crée. Même s'il y a un étiquetage environnemental A+, il faut aussi aérer pendant l'utilisation de ces produits. Et puis, il faut laisser les meubles se désorber, c'est-à-dire laisser le temps qui se décharge des émissions de polluants, donc ne pas les mettre immédiatement, les laisser se désorber suffisamment de temps. Et puis, et surtout, éviter que la femme enceinte elle-même fasse ses travaux et éviter de mettre un enfant dans une pièce toute neuve, laisser le temps à la pièce d'être bien aérée pour ensuite pouvoir mettre le bébé. Donc, ça s'anticipe, ça se prévoit l'arrivée du bébé pour se prémunir finalement de cette exposition à la pollution intérieure. Docteur Spirou, avez-vous quelque chose à ajouter sur le sujet? C'est vrai que les conseils à donner aux patients, c'est bien, mais c'est à l'État aussi de décider de diminuer la pollution. Parce que comment voulez-vous faire? Une jeune femme qui habite à 100 mètres du périphérique à Paris et qui est enceinte, elle va respirer un air éminemment pollué, les tests ont déjà été faits, et qui va la prédisposer à avoir tous les troubles dont je viens de vous parler. Et elle aura beau s'enfermer chez elle, faire attention, etc., eh bien, ce ne sera pas si simple que ça. Vous voyez, donc, les décisions, et comme disait Corinne Lepage, c'est qu'il faut que la santé devienne le primum movens de toute la révolution qui est à mener à l'heure actuelle pour faire face à la pollution, au réchauffement climatique et à tous les désordres qui vont arriver. Avant de conclure, vous avez introduit tout à l'heure un concept important que notre public ne connaît peut-être pas, le concept de One Health.
Pouvez-vous me préciser de quoi il s'agit? C'est quelque chose de tout à fait simple et d'un bon sens incroyable. La problématique de fond vient que l'homme s'est toujours cru à l'extérieur de l'environnement, c'est-à-dire à l'extérieur de ce qui l'entoure, comme maître et possesseur, comme le disait Descartes, maître et possesseur de la nature, et on est devenu maître, possesseur et pollueur et destructeur de la nature. C'est ce qu'on appelle la nouvelle ère, l'anthropocène. Donc, nous sommes au milieu de notre environnement, qui soit physique, chimique, biologique, socio-anthropologique, parce que l'environnement socio-anthropologique est important. On ne fait pas les mêmes pathologies en fonction des types de sociétés dans lesquelles on vit. On est au sein de tout ça, et c'est la résultante de tous ces facteurs qui vont permettre l'émergence ou pas de pathologies chroniques, de pathologies lourdes, de pathologies dramatiques. Donc, le concept ONL, c'est simplement nous faire prendre conscience de cela. Pour conclure, je vais vous poser à chacun, prendre la parole qui veut en premier, comment penser la transition et surtout, est-il encore temps? Moi, je considère que les choses s'accélèrent de plus en plus. On commence à le constater. Je ne pensais pas qu'on voyait les problèmes de changement climatique et de désordres environnementaux qui étaient pour demain. Finalement, ils sont là déjà aujourd'hui. On le constate quotidiennement. On a des problèmes quand on parle des canicules extrêmes, des vagues de chaleur, quand on parle des incendies, quand on parle des inondations, dont on prévoyait finalement par rapport à l'augmentation des températures. On voit bien que c'est déjà là et que ça devient aussi de plus en plus compliqué à gérer ce type de situation. En matière de pollution environnementale, aujourd'hui, on a des grandes difficultés parce qu'on n'a pas non plus toutes les connaissances. Et on découvre des choses à chaque fois. Exemple, tout à l'heure on parlait des pesticides, mais il y a aussi des métabolites de pesticides. Et ces métabolites de pesticides qui se dégradent, pesticides qui se dégradent en métabolites, on les connaît moins bien et on ne connaît pas tout à fait leur toxicologie. Donc on a de grandes difficultés à gérer les situations et même on sait gérer une situation où il y a un composé. Mais quand il y a un cocktail de composés, un mélange, on a beaucoup de mal à gérer ce type de situation. Donc déjà, dès aujourd'hui, nous avons ces énormes difficultés de gestion environnementale de ces différentes pollutions que l'on rencontre aujourd'hui. Et je pense que les choses risquent de s'aggraver dans le temps. Donc, je pense que la prise de conscience, je n'ai pas le sentiment, à mon âge, qu'il y ait cette prise de conscience. Peut-être parmi les jeunes, il y a cette prise de conscience, mais entre la prise de conscience et l'action, c'est tout un chemin à mener. Et est-ce que nous serons capables, comme je disais tout à l'heure, de lâcher du lest? Est-ce que nous serons capables de passer à des plans de sobriété, qu'elles soient énergétiques ou d'autres plans de sobriété, changer un petit peu notre vie? Après tout, moi j'ai connu les années 50. Bon, c'est vrai que c'était après la guerre, c'était pas évident de vivre dans les années 50. Puis il y a eu les années 60, les glorieuses, les années glorieuses qu'on a connues. Il y a eu un progrès énorme. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que ce progrès peut-être nous a entraînés trop loin, que le balancier est parti un petit peu loin et qu'il va falloir revenir un petit peu. Je ne dis pas qu'il va falloir vivre comme on vivait autrefois, c'est pas ça ce qu'on dit, mais il va falloir vivre de manière plus raisonnée et prendre conscience de ces phénomènes et surtout d'agir. Et pas uniquement l'action individuelle ou collective, mais l'action publique, l'action politique. Je trouve qu'elle n'est pas suffisamment assez forte, et je rejoins ce qu'a dit Corinne Lepage, elle n'est pas suffisamment forte pour que tout le monde en prenne conscience. Et quand quelqu'un dit, une personnalité a dit qu'il fallait avoir un quota de vol d'avion dans notre vie, il a raison. Mais il n'y a qu'à voir comment ça a été pris et comment les gens ont réagi à cette notion. On devrait moins prendre souvent l'avion. Eh bien, comment on a du mal à comprendre comment. Moi, aujourd'hui, il y a eu du progrès, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi je devrais revenir un petit peu en arrière? Eh bien, malheureusement, je pense que oui, il va falloir être un peu plus sobre qu'on ne l'a été jusqu'à présent. Moi, ma conclusion, ça va être, je vais vous dire... aussi qu'on n'a pas le temps, dans la mesure où c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est que si on dit qu'on a du temps, ça va traîner.
Je vous ferai remarquer quand même que l'Agence européenne de l'environnement, il y a déjà près de 20 ans, a sorti 2 textes importants, signaux précoces, leçons tardives, qui nous montraient qu'à partir du moment où on connaissait la toxicité d'un produit chimique, il fallait entre 20, 30 ou 40 ans avant de le retirer du marché. Et là, on n'a pas le temps de ça. Il va falloir qu'on agisse parce que force est de constater que la toxicologie réglementaire n'a pas été apte à nous protéger. Si la toxicologie réglementaire mise en place dans les années 60 avait été apte à nous protéger, on ne serait pas là en train de parler de la pollution de l'air. On est bien d'accord parce que tous ces produits-là, normalement, bien testés, ne devraient pas être mis sur la planète. Et en particulier les pesticides que je connais bien. Ils seraient inutilisables. Parce que les doses journalières admissibles seraient tellement basses que ce serait même techniquement pas possible d'épandre ces produits-là sur les champs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le temps, mais qu'il va falloir faire une révolution en termes de toxicologie réglementaire, plutôt que ce que l'on entend dire à l'heure actuelle. Et vous allez voir que bientôt, l'ANSES va autoriser une augmentation de la dose de pesticides pour que ce que l'on retrouve dans les nappes phréatiques corresponde et ne soit pas théoriquement pathogène. C'est une vraie catastrophe. On devrait faire l'inverse. On devrait supprimer et mettre des normes bien plus drastiques. Donc ça, c'est important. Parce que, j'insiste sur la toxicologie réglementaire, parce que on ne peut pas toujours tout demander à la population. Elle n'est pas responsable. Il y a effectivement, comme le disait Fabien Schinazi, les pollutions choisies et les pollutions subies. Les pollutions choisies, c'est tabac, alcool, la malbouffe, etc., etc. Quoique, dans la malbouffe, il y a aussi les perturbateurs endocriniens, etc. Donc, on est plus atteint par les pollutions subies que choisies. Mais elles sont subies par quoi? Par le développement industriel, économique, etc., depuis les 30 Glorieuses. Et c'est cela que nous sommes en train de payer à l'heure actuelle. Donc, le point d'orgue, arrêtons de culpabiliser la population, mais plutôt agissons et éventuellement même, je vais vous le dire, descendons dans la rue pour réclamer un environnement sain, apte à ce que notre population puisse être dans de bonnes conditions de santé, mais aussi nos enfants, nos petits-enfants et bientôt nos arrière-petits-enfants. Donc c'est là le problème de base. Après, si la santé publique devient le primum movens du nouveau développement et de la nouvelle révolution à faire, les adaptations techniques, technologiques, etc. pourront se faire s'il y a la volonté. Tant qu'il n'y aura pas la volonté, on ira droit dans le mur. Voilà quelle est ma conclusion, qui est pleine d'espoir, parce qu'il y a une façon de s'en sortir, mais le challenge est lourd. Parce que le rôle de la population peut être justement celui de susciter la volonté en protestant. Eh bien, bien sûr. Je vous remercie tous les trois d'avoir bien voulu répondre à nos questions et de nous avoir éclairés à la fois sur le fait que l'augmentation des pathologies allergiques est un tout dans la problématique de la santé environnementale en général, même cause, plusieurs effets, et dans le fait qu'il est urgent d'agir.